Salut à tous, épisode 4 avec Astana. On est donc en World Tour dans Pro Cycling Manager 2018 avec l'équipe de Jacob Fuglsang, bien évidemment, avec un programme plutôt sympa de fin mars, assez classique, avec un Tour de Catalogne et environ pour moitié de l'épisode, et ensuite le reste, c'est-à-dire l'enchaînement de Flandrienne dont on va parler. Il y a évidemment, au fond, deux équipes qui vont être en parallèle dans cet épisode-là. C'est la team Lopez, c'est tous ceux qui doivent préparer le Giro, en tout cas à un ou deux coureurs près. Et puis évidemment, il y a aussi la team Lutsenko-Kort-Nielsen qui entourée de coureurs un peu plus confidentiels comme De Vries, Houle, Grosdef, Ballerini. On va essayer de jouer sa chance, mais tout en sachant que rien ne sera facile puisqu'on est loin, loin, loin d'être favori. Pendant ce temps-là, Fuglsang, il se repose parce qu'après, ça va être à lui de jouer et ça va être à lui de montrer qui est le patron dans cette équipe. Aïe, aïe, aïe. Donc, ça va pas être facile. Ça n'a déjà pas été facile auparavant puisqu'on n'a pas encore gagné un seul tour World Tour. On a fait 3, on a fait 2, on a fait des victoires d'étape, etc. Mais au final, chou blanc au niveau de la victoire en tour. Et puis, sinon, si on compare ou si on rappelle en tout cas les résultats IRL, c'est sûr que sur Flandrienne, bon, faut pas s'attendre à grand chose. Et par contre, Miguel Angel Lopez avait gagné le Tour de Catalogne. Donc, bon, il y a la pression, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ben voilà, ça commence. Tour de Catalogne, étape 1. Je me dis que ce serait peut-être sympa d'échapper le jeune Guidish. Parce que au fond, c'est le plus modeste des coureurs alignés dans sur le Tour de Catalogne. Voilà, on a une équipe qui est assez jolie avec les frères Izaguirre, avec Luis Leon Sanchez. On a les protecteurs Yann Hirt et Kudus. Et puis celui qui est le leader a priori totalement désigné, c'est Miguel Angel Lopez. Je me pose pas une seule seconde la question de savoir qui est leader dans cette équipe. C'est Lopez pour moi. Ok. Donc, Guidish fait une petite moisson au niveau du classement de grimpeurs. Et puis quand arrive la fin de l'étape, bon, on regarde un petit peu l'écart avec le peloton, on se dit, est-ce qu'il y a quelque chose de faisable dans cette descente là qui précède ensuite un plat, une période de plat est-ce qu'on peut prendre suffisamment d'avance? Est-ce que le peloton va rouler, etc. 10 km de l'arrivée? En fait, ça va être une lutte à 3. Une lutte à 3, donc on va Pardilia. Et puis il y en a un autre là qui revient. Je dis lutte à 3 parce qu'en fait le quatrième, le CCC, il n'a pas des masses contestées, c'était Antunes. On va tenter de s'échapper. On va tenter de terminer solo. On va tenter avec Guidish. Alors, coureur plutôt intéressant quand on regarde ses notes. Guidish, c'est quelqu'un, il est jeune en plus. Il peut être vraiment, vraiment sympa sur le développement. Et victoire d'étape pour Guidish. Honnêtement, elle m'a fait super plaisir celle-là. Elle est vraiment cool parce que, voilà, un petit jeune là comme ça qui s'illustre. Évidemment, on va pas aller jouer le général avec Guidish, mais au moins, il aura écrit quelque chose sur son petit palmarès en cette année 2019. Ça fait plaisir. Allez, on enchaîne. Toujours une étape qui n'est pas décisive, l'étape 2. Alors sur laquelle cette fois-ci, donc Guidish est en jaune, ça fait bizarre de dire ça. Et du coup, on va assez tranquillement protéger. Du coup, on va être un petit peu plus sur la défensive. J'ai pas envoyé d'échappée, vous en doutez bien. Quand on a le maillot comme ça, sur une étape 2, j'en vois pas d'échappée. On va essayer de voir, parce qu'il y a des Ducknink qui se battent. Il y a également, voilà, Dan Martin, dont on voit qu'il est bien bien là. Kwiatkowski, est-ce qu'on est surpris d'avoir ces deux mecs-là à l'avant? Pas vraiment. Il y a Yon Isagire qui prend une petite bonif. Est-ce qu'elle pourra jouer un rôle un jour? Peut-être, c'est pas impossible. Et donc, conservation du maillot par l'ami Guidish. Donc, voilà. Étape 3. Alors, sur l'étape 3, eh bien, là par contre, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire et vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup à dire.
Je pense pouvoir dire que j'ai été un petit peu peut-être négligent ou suffisant. Ça m'arrive aussi, hein. Parce qu'au final, j'ai commencé ce Tour de Catalogne en me disant presque que Miguel Angel Lopez avait déjà gagné. En fait, je me suis dit, franchement, sur la montagne comme ça, qui est-ce qui peut s'opposer à son 82, à Lopez Surtout qu'il a des notes physiques qui sont pas hyper dégueulasses, avec son 71 en endurance et surtout son 75 en, en résistance. Donc c'est important pour un grimpeur, hein, la résistance. C'est important pour beaucoup de coureurs, hein, d'ailleurs, la résistance. Bon, bref, c'est une note qui intervient pour, comment dirais-je, quantifier la capacité du coureur à, au final, supporter de longs efforts et bon, bah, s'adapte pas mal à un grimpeur notamment. Donc, je me suis fait piéger déjà. J'ai pris une cassure avec Lopez, ça m'arrive pas souvent. Je l'avais laissé zoner on va dire, en deuxième partie de groupe de favoris. Et puis à l'arrivée, bah, ça se retourne contre moi parce que il y avait eu Sanchez, hein, qui avait été envoyé en échappée, mais au-delà de Sanchez qui ensuite n'a pas pu servir à grand chose, bah, Lopez se retrouve dans une remontée. Il tente la remontada. D'ailleurs, il est accompagné par un malheureux Tom Dumoulin qui avait chuté. Bah oui, mais lui au moins c'est pas sa faute, alors que Lopez là, bah, c'est ma faute à moi. Donc on tente une remontée à Gorka Isagire qui aura pu servir un tout petit peu à un moment donné, mais pas tant que ça, tant que ça. Et puis bah, Tom Dumoulin, mais finalement, il est plus fringant, hein, que Lopez pour, pour remonter, puisque regardez, pile au moment où je m'occupais de l'avant, Dumoulin il a planté une accélération, ok, super. Donc Lopez va devoir reboucher, pour ainsi dire, tout seul. Entre-temps, un retour de Issaguirre, parce qu'il y a eu une petite descente, mais bon, bref, ça n'a pas duré bien longtemps. Après, les mecs, surtout, ne nous filez pas un coup de pédale, hein. Surtout, ne nous aidez pas. C'est de bonne guerre. Honnêtement, il n'y a rien à redire. Puis devant, du coup, ben on a finalement Guidish qui résiste pas mal, parce qu'en fait, Guidish, ça l'a vachement boosté d'avoir le maillot jaune, il a une super forme du jour, et il est en protection de celui qui, au moins lui, tient son rang, c'est Yon Issaguirre. Bon, donc je tente toujours avec Lopez d'y aller, mais je veux pas le fusiller en fait. Je veux y aller, mais mollo, mais au final, c'est pas évident du tout. C'est pas évident. Alors voilà, par exemple, je plante un petit démarrage pour essayer de laisser sur place le groupe du Moulin sur lequel on est revenu en fait, hein, avec Bob Youngles, avec d'autres comme ça. Bon, maintenant Guidish a lâché. On se retrouve avec Lopez qui de nouveau est en train d'essayer de recoller à ce groupe. Vous vous rendez compte, au départ, il y a une malheureuse cassure de fin de montée presque anodine qui fait que le groupe se scinde en deux et puis après ça fait l'élastique en fait avec et j'ai compris pourquoi, mais après coup c'est parce alors que devant ça attaque, mais on n'a pas les moyens de suivre, hein, avec Nissa Aguirre. L'attaque assez violente, notamment de Dan Martin et de Egan Bernal. Bon, en fait, je crois avoir compris ce qui s'est passé, c'est que euh, dans la cassure, était situé devant Lopez, finalement, en deuxième groupe, en deuxième partie du groupe de favoris, ben, des équipiers fatigués. Et c'est ça qui a fait qu'en fait, à peine la cassure a eu lieu, personne n'a été en mesure réellement de rouler parce que sinon, l'IA, automatiquement, elle recolle. En fait, c'est ça, en fait, dont j'ai l'habitude. C'est que ça recolle, et puis finalement, quelques kilomètres plus loin, tout le monde est rassemblé, etc. Et comme ça, on n'a pas fait bouffer d'énergie à notre leader, en l'occurrence Lopez, hein, sur la circonstance. Et du coup, énorme éclat de l'eau. Voilà, c'est terrible, terrible. Le Tour de Catalogne pour Lopez, c'est terminé. Et puis d'ailleurs, pour nous, c'est presque terminé, parce qu'on est tombé sur un Dan Martin de gala, un Egan Bernal juste trop fort, mais ça, c'est pas une surprise. Puis on s'est fait piéger un peu comme des idiots. Donc voilà, ça m'apprendra. Il va falloir s'en souvenir. Encore une fois, là, on accumule des petites expériences, que ce soit sur le Tour UAE, là, où ça s'était joué à pas grand-chose, que ce soit également sur Paris-Nice, pour ce qui concerne Miguel Angel Lopez, Paris-Nice, où, bon, c'est vrai on n'était pas loin de gagner en vérité. Et puis là, sur Catalogne, qui n'est pas non plus l'objectif de ce début de saison de Lopez. Hein. Je l'avais placé à Paris-Nice, parce qu'en fait, son Tour de Catalogne à Lopez, c'est comme Issaguirre, hein, comme les frères Issaguirre,
C'est vraiment l'objectif. Ensuite, c'est le Giro, hein. Donc Catalogne sert à accumuler des jours de course. Il y aura aussi certains iront sur Pays Basque aussi pour continuer à glaner des jours. Bon, bref, on a bien compris que c'était délicat. Je tente un petit peu ma chance pour ce qui est d'une échappée, au final, avec Gorka Isagire sur cette étape 4 qui est assez redoutable en fait. Et puis en plus, celle-là, elle ressemble beaucoup à des étapes qu'on a déjà eues. C'est un grand classique sur Catalogne en fait, hein. Sur le 2018, même sur d'autres versions, avec une accélération dans ces cas-là, quand on a encore de la barre, qui est à placer avant le petit sommet qui précède une descente, puis le mur final. Et donc c'est ce que je vais essayer de faire. Voilà, donc on le voit sur la carte, il y a sommet, puis petite descente, puis mur. Il faut essayer d'accélérer avant cette descente. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionnait sur le 2018. Je l'avais expérimenté, on peut dire, ça va, c'était à peu près certain. Et ouais, mais sauf que là, pas pareil, parce que, en fait, essayer de fournir cet effort-là, mais probablement un petit peu trop tard, ce qui fait qu'en fait, Yonis Aguirre a été repris, on l'avait bien chouchouté, on l'avait économisé, etc. Puis alors, sur le mur final, il se fait tuer. Il se fait tuer par faut dire, il y a un Dan Martin qui marche sur l'eau, et c'est quand même sa troisième victoire d'étape, là, sur 4 étapes. Mec qui est juste injouable. Alors, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour Yonis Aguirre, c'est un petit peu la douche froide que cette 11e place sur l'étape, quoi. Du coup, bon, statu quo général, il se retrouve 4e, encore à la limite, il n'y a pas de drame en fait, puisqu'on nous demandait un top 5, bon, voilà. Donc, oui, le top 5, il paraît plutôt bien parti, mais c'est plutôt que je commence à faire un peu mes comptes. Allez, on a renvoyé Gorka en échappée là, hein, sur ce coup-là. Je commence à faire mes comptes. C'est que en fait, le classement général, c'est fini, puisque en fait, c'est sur les étapes 3 et 4 que tout se fait. Et ensuite, on sait que sur 5 et 6, c'est dévolu soit à des baroudeurs, soit à des sprinters. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de sprinters en fait, sur le Tour de Catalogne qui sont amenés par l'IA. Et du coup, j'ai tenté ma chance avec Gorka Isagire en essayant de terminer un peu en baroudeur. Voilà, donc vous avez vu le résultat. Le résultat, il est pas flagrant. Il est qu'en plus, il y a un embouteillage, ça freine, machin, nan. Kwiatkowski, lui, il s'en fout, lui, il est parti. Voilà. Et puis, on va quand même essayer de voir si on peut pas emmener, ça se voit pas trop, mais avec Sanchez, emmener Isagire. J'ai pas de coureur très rapide, hein, je vais quand même le dire. J'ai pas de coureur très rapide dans cette équipe-là, hein. C'est comme ça. C'est comme ça. Petite bonif d'Isagire. Vous allez voir que cette petite bonif, elle a un rôle. Parce que le garçon, du coup, est troisième. Et au final, en étant troisième, si on maintient la position, troisième, on se retrouve finalement à faire mieux que ce que le sponsor avait demandé. Donc, au final, on n'est pas si mal que ça vis-à-vis du sponsor. C'est juste moralement que ça fait un petit peu bizarre de s'être fait botter les fesses par Dan Martin comme ça. Dans la Molina, ok. Du coup, je me rabats sur des objectifs annexes. On va encore une fois échapper Gorka Isagire pour essayer d'aller faire les points de la montagne. Alors vous allez me dire, c'est bien peu de choses par rapport à gagner le général, oui, très clairement. Mais sauf que de toute façon, on a compris que le général c'était terminé, donc il faut bien s'occuper un peu, c'est d'animer un peu. En plus, cette équipe s'y prête, hein, Astana, on a des mecs comme ça qui sont capables de partir en échappée, de tenter des coups. Puis une fois que les points ont été pris par Gorka, on l'a beaucoup fait travailler, puis on envoie Luis Leon Sanchez, en poursuivant l'espoir qui était déçu auparavant d'une victoire d'étape, hein, où on se dit étape 6, l'IA, souvent quand les positions sont faites, sont déjà décidées, hein, et figées au classement général, souvent l'IA, elle laisse l'étape 6 à une échappée. Du coup, je me disais, allez, ce serait sympa. Bon, en fait, que dalle. Que dalle. Et d'ailleurs, supra bien joué par l'IA, parce qu'en fait, je n'ai pas pu tout vous montrer, parce que j'essaie de faire des trucs un peu condensés, mais la Deceuninck Quick Step, et il faut aussi l'avouer, la Katusha Alpecin ont roulé comme des malades.
Et au final, récompense pour la Deceuninck Quick-Step avec la victoire de Ricky Eze dans cette étape. Bah, magnifique. Voilà, ils ont repris Luis Leon Sanchez et après ça s'est joué sur un petit groupe. Et c'est Ricky Eze qui prend cette étape. Donc très très bien joué de la part de l'IA. Pour moi, bah, c'est encore une fois un peu la douche froide. Finalement, à part Guidish, il n'y a aucune échappée qui aura vraiment qui aura fonctionné, hein, très clairement. Bon, c'est pas grave, on essaye, hein, on n'est pas obligé de réussir tout le temps. Et puis, je suis obligé de faire partie de l'échappée. Alors, des magnifiques blocs, là, ça se fait un peu râler. Un peu de ma faute, hein, fallait jouer avec les pavés, avec le pavé numérique 4 et 6, là. J'avais moyen de me décaler un petit peu avant pour pas me faire piéger. Bref, je me suis un peu enfermé. Obligé de partir avec Gorka pour préserver ce maillot du meilleur grimpeur. Parce que, au final, Mollard, qu'on voit ici disputer le sprint, ainsi que le CCC Antunes sont, on va dire, au départ de l'étape, à portée de fusil de Gorka Izagirre pour ce qui est du classement de la montagne. Et du coup, voilà, au fur et à mesure que les sprints passent, il n'y a pas énormément de points, c'est du 6 points pour celui qui passe en premier à chaque fois. Voilà, à 2 sprints de la fin, on a assuré notre maillot, hein, puisqu'on a un écart qui est supérieur à 2 x 6. Donc, ouf, c'est déjà de ça de prix. Et puis, heureusement d'ailleurs, qu'il fallait pas encore aller chercher une bonif, parce que Gorka, il se mange, je sais pas, il a dû rouler sur, il a dû rouler sur un tuyau. Euh, il se mange une chute. Bon, allez, ciao. On a compris. Gorka, tu vas finir peinard. De toute façon, t'as ton maillot, mon grand. Et puis, du coup, je vais essayer d'emmener de la moins mauvaise façon qu'il soit avec mes pas punchers du tout, Lopez et Izagirre. Je me dis, allez, on va essayer d'en emmener un des deux, plutôt Izagirre, parce qu'il est un petit peu plus en forme, s'il prend une bonif, bref. Ouais, mais ils sont pas punchers, les gars, hein. Et puis c'est comme ça, c'est tout. Donc c'est Kwiatkowski qui va planter un démarrage, après il descend super bien, donc derrière il va chercher. Dan Martin, inarrêtable, qui prend la deuxième place précédent. Bauke Mollema pour au final une 7ème étape qui nous arrange pas, puisqu'on n'a pas réussi à la gagner encore une fois. Mais bon, par contre, allez, satisfaction, on assure le maillot de grimpeur, on prend une 3ème place. Il va falloir quand même finir par en gagner un de ces jours, parce que là, ça commence à être limite angoissant. Bon, bref. On voit Bernal qui prend le maillot, voilà, meilleur jeune. Et donc, notre sponsor qui n'a pas de quoi hurler pour le moment. Ok, très bien. Prochain objectif, Tour des Flandres, top 10. Ça devrait être faisable. Mais auparavant, eh bien, GPE3 au programme. Alors, sur le GPE3, j'aligne Lutsenko. Je l'aligne parce que c'est un profil de course qui n'est pas pour lui déplaire. Mais j'aligne aussi, évidemment, Kort Nielsen et tous ceux dont je vous ai déjà parlé. Le petit Ballerini, par exemple, est assez intéressant, surtout si l'on compare en rapport avec ses notes. Ses notes ne sont pas phénoménales, et, et pourtant, je trouve pas mal. Il tient bien sur les courses, il est encore assez présent, globalement, hein, bien sûr. Donc voilà, on a de l'espoir aussi pour lui. Donc Lutsenko, Kortnissen, quand même, sont les deux sur lesquels on mise. Et le but, toujours pareil, c'est essayer d'éviter de se manger des cassures dans tous ces monts pavés, dans ces enchaînements, etc. Vous voyez par exemple là-haut, Greg Van Avermaet qui est beaucoup, beaucoup mieux placé. Il y a Wout Van Aert aussi, etc. qui sont beaucoup mieux placés que nous, mais c'est pas dramatique. Voilà, on va recoller. Le problème, c'est que dans la foulée, il y a le vieux Quarmont, pour lequel on n'est pas dans les clous exactement au pied. Du coup, on est obligé d'y aller un peu en effort curseur. On va se prendre un petit barrage, regardez. Voilà, tac. Ah là là, Tennyson qui a craqué et qui nous a bloqué. Du coup, devant, ça part un peu. Ah, vous voyez, en fait, à peine, surtout c'est mon pavé, pourtant j'ai l'habitude de les jouer, hein. À peine on se fait un poil moins vigilant au sens ou alors même on n'a pas eu les moyens, hein, d'arriver en tête au pied du mont.
bah là, tout de suite, ça bouffe, quoi. Et puis surtout, ce qui est ralent, c'est que vous voyez le groupe à l'avant, c'est pas un groupe seulement de rescapés de l'échappée, hein. Dans ce groupe, là devant, il y a Greg Van Avermaet et aussi un certain Oliver Nassen. Donc là, on peut quand même se demander pourquoi est-ce que l'IA ne roule pas, quoi. L'IA, elle va non seulement pas rouler, mais en plus leur laisser prendre un matelas super super confortable. Donc bon, ok, ok. C'est pas franchement scénario qu'on aurait pu rêver. C'est dommage parce qu'en fait, Lutsenko, il lui restait pas mal de barres. Il y avait moyen d'aller contester quelque chose sur ce GPE3. Et bon, il faudra s'en souvenir là encore du côté du Tour des Flandres. D'essayer d'être dans la bonne cassure, d'essayer d'être aussi. Bah, on sera aussi sous pic de forme, hein, ça peut changer pas mal de choses d'être sous pic de forme. Vous voyez, très très tardivement, Peter Sagan qui s'emploie pour essayer, mais c'est beaucoup trop tard. Et donc, victoire pour Greg Van Avermaet devant Oliver Nassen. Il y a Lars Bak qui, de manière très surprenante, vient faire 3. Et puis, du coup, on n'a plus qu'à sprinter pour les places d'honneur. Mais ça, c'est pas nécessairement le point le plus fort de Lutsenko, même si j'aurais peut-être pu partir un peu avant, il reste de la barre. Mais c'est même pas dit, en fait. Parce que même avec le résidu de barre, là, ça se trouve, comme il y en a qui vont plus vite, genre Alexander Christophe, par exemple. C'est même pas sûr qu'on passe devant, en fait, même avec le reste de barre. Et puis après, c'est évidemment Gant Wevel Game. Alors sur Gant Wevel Game, j'ai économisé Lutsenko. Vous savez, c'est toujours ce truc dont je vous avais parlé. J'ai pris Freiley à la place, en fait, pour son punch, quelque part. Parce que j'ai potentiellement besoin de quelqu'un qui était capable d'avoir un petit peu d'accélération pour éventuellement, toujours pareil, hein, on prévoit des plans sur la comète, et puis après ça se réalise ou pas, en fait, hein. J'avais besoin de quelqu'un qui puisse éventuellement emmener celui qui ensuite allait emmener Kurt Nielsen, c'est-à-dire Ballerini, donc en imaginant un petit train comme ça à la fin, en supposant qu'on est encore présent, ce qui n'est pas forcément évident, puisque 238 km avec pas mal de difficultés. Du coup là, vous voyez par exemple, je suis super vigilant cette fois-ci. Super vigilant dans les quelques monts pavés, parce qu'il y en a beaucoup moins. Tiens, petit coucou au chemin type chemin de vigne un peu qu'on a. C'est pas des vignes évidemment autour, hein, mais à l'image de ce qui avait été mis sur Paris Tour en 2018, Gant Wevel Game, ils ont introduit quelques chemins comme ça là dans leur session 2019, donc bien restitué dans le jeu, petite parenthèse. Et donc voilà, on tient le coup. Petit passage là encore un petit peu délicat. Il faut là encore surveiller d'être bien positionné, c'est le cas. Et puis après, il va falloir essayer de tirer notre épingle du jeu dans cette véritable foire d'empogne que sont les 20 derniers bornes, puisque assez traditionnellement, ça part dans un sens, ça part dans l'autre. La course est très nerveuse. Il y a vraiment, à ce moment-là, un petit peu de chance à avoir pour faire les bons paris sur les roues à suivre. Puis sur Gant Wevel Game, il y a un paramètre un petit peu supplémentaire par rapport à un GPE3, par rapport à un Tour des Flandres, par exemple, c'est que vous avez des sprinters qui sont encore là. Il y a Groenewegen, il y a Viviani, il y a Gaviria, notamment, il y a Michael Matthews. Michael Matthews ne serait pas à ce niveau-là au Tour des Flandres. Mais là, il est encore présent, bien évidemment, les difficultés ne sont pas suffisantes. Donc voilà, on a comme ça Christophe Laporte aussi, etc. Pas mal de sprinters qui vont plus vite que nous, quoi, hein, pour être franc, qui vont plus vite que Magnus Cort Nielsen, qui est notre leader, assez clairement, en ce Gant Wevel Game. Donc, sous le panneau des 5, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a du mal à reprendre un Jürgen Roulands là-bas au fond, ainsi que Edvald Bosenhagen qui est en poursuite de Roulands. La flamme rouge n'est pas hyper loin, hein. Regardez, on l'aperçoit, voilà, il y a Roulands qui passe sous la flamme rouge. Bosenhagen ne semble pas en mesure de combler son retard et nous on lance parce qu'il y a bien un moment où il faut lancer. Et puis au final, évidemment, on va se faire passer par certains et on va en battre d'autres. Donc sur le plan du sprint pur, c'est pas scandaleux. Par contre, l'échappée, il nous a échappé, c'est qu'à le dire. Jürgen Rollands, magistral, qui va s'imposer en solo
sur Gant-Wevel Game. Ok. On enchaîne avec À travers la Flandre. Alors ça, c'est une course qui est peut-être plus accessible. Déjà, de par la participation de Lutsenko, qu'on a emmené avec nous cette fois-ci, et évidemment aussi de par la concurrence, puisque dans Pro Cycling Manager 2018, on avait l'habitude d'une concurrence quand même sur ce type finalement de classique World Tour classe B, qui était, on va dire, allez, il y avait réduction de 50% des principaux favoris. C'est-à-dire qu'en fait, pour s'imposer, c'était quand même encore pas évident du tout. Alors que sur Pro Cycling Manager 2019, avant que ce soit patché, hein, peut-être, il y a réduction immense du nombre de favoris principaux pour ce type de course-là. Donc voilà, il faut s'en accommoder. C'est comme ça. Et donc, nous, on va essayer de voir ce qu'on est capable de faire, notamment en essayant de précipiter les choses, de par un Laurens de Vries, de par également un Lutsenko, voilà, qui va essayer de tenir le coup, c'est facile, puis ensuite démarrer dans le vieux Quarmont, ça aussi c'est faisable, avec un Kort Nielsen par contre, qui a été bien en souffrance face à cette attaque de Lutsenko. Je tente ma chance, voilà, je tente la chance, voir un petit peu ce que ça peut donner. C'est pour ça, donc, Kort Nielsen, de toute façon, je compte pas réellement sur lui pour éventuellement aller gagner à travers les Flandres. On a bien compris quelles peuvent être les forces, mais aussi les limites de ce coureur. Je le fais beaucoup travailler. Il n'est pas dit que si on a le bonheur de jouer 2 ou 3 années avec, ou 4 années peut-être, avec cette équipe Astana, c'est pas dit qu'on n'ait pas le bonheur d'assister à la progression de Kort Nielsen et à son finalement en fait qu'il va devenir un mec plus complet et capable de il est jeune, hein, il peut bosser encore, capable d'aller chercher pas mal de types de classiques, je l'exclus pas, mais dans l'immédiat, c'est pas exactement pour lui, il est pas assez fort en vallon, il est pas assez fort en pavé pour être, même s'il a une super note physique, hein, Kort Nielsen, c'est pas encore le moment pour Magnus Kort Nielsen pour ce genre de course. C'est pour ça que j'ai pas vraiment versé de larmes au moment où Lutsenko le lâche. Après, Lutsenko se repose un petit peu dans un petit groupe. Ok, rescapé, pardon, d'échapper. Et ensuite, quand même, allez, on va arrêter de rigoler. C'est peut-être le moment. Alors, il y a quand même Daniel Hoss là qui a repris. Il y a également Stephen Kung. Bon, écoutez, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ces mecs-là, je les crains pas trop au sprint, pour être très franc. Donc, à voir d'ailleurs, ils ont super bien résisté. Hein. Puis j'attends pas le sprint. J'attends pas le sprint avec Lutsenko. Je me dis, faut essayer de gagner avec un peu de panache là sur ce coup-là. Le sponsor nous a rien demandé. Hein. Il nous a rien demandé, mais bon, on avait finalement pas été réellement, on n'avait pas été participé à la Cadel Evans Classics. On avait par contre été, je fais les World Tour Class B pour vous parler. On avait été s'imposer sur Omloop. On avait été également s'imposer sur Strade Bianche. On a presque, mais on n'a pas réussi à s'imposer sur 3 jours de Bruges-la-Panne. Écoutez, c'est pas mal d'aller chercher celle-là. Écoutez, on n'est pas les pas les ténors des classiques avec cette équipe Astana, mais au moins on va prendre ce qui est possible de prendre. Eh bien, écoutez, ce Dwarf dans Flanderen, il est pour nous. Lutsenko a débloqué un peu son compteur. Ça tombe bien. 3 jours plus tard, c'est le Tour des Flandres. Et on a quelques espoirs, pour être très franc. Donc le pic de forme de Lutsenko, il est bien là, comme de nombreux équipiers. Vous avez vu que j'avais décalé légèrement celui de Magnus Kort Nielsen parce que je voulais cibler essentiellement, non pas Liège, c'est prétentieux, même si il peut faire partie de l'équipe, mais je m'étais plutôt dit que Kort Nielsen pouvait encore jouer un rôle du côté de Paris-Roubaix, donc là je pensais plus à un top 15,
Et je pensais également à un rôle sur l'Amstel. J'avais décalé un peu la préparation et les objectifs de Kurt Nielsen. Et de ce fait, voilà, ce sera Lutsenko qui sera forcément le leader sur Tour des Flandres parce qu'en fait, ce qu'on peut facilement comprendre, c'est à quel point finalement il y a une opportunité qui s'est créée par la course. C'est-à-dire que vous avez vu qu'on s'est échappé. Au début, c'était totalement malgré nous. Totalement malgré nous, on s'est échappé avec Lutsenko. Il y avait comme ça aucun effort, ni De Vries ni Lutsenko n'ont fourni le moindre effort. Et il y a eu finalement le peloton qui nous a laissé partir alors qu'on faisait toujours aucun effort. Du coup, je me suis mis à faire rouler légèrement De Vries. Et au final, ça prenait de l'avance, ça se rapprochait légèrement des échappés. Du coup, je profitais d'un secteur pavé pour... Là, je fais barrage. Je fais barrage sur le peloton pour empêcher l'IA d'accélérer trop. Mais de toute façon, l'IA, elle s'en fout. Elle s'en fout, elle nous a laissé partir. Elle a un profond mépris pour les chances de victoire potentielles de Lutsenko sur ce Tour des Flandres. Et je me suis dit finalement, est-ce qu'on pourrait pas essayer de donner tort à l'IA, nous avoir un petit peu pris de haut. Alors, pendant un certain temps, j'ai gardé les échappés avec moi, et puis il y a un moment donné où quand même on se débarrasse. Pourquoi ? Parce que derrière ça a accéléré en fait. Voilà. Et d'ailleurs, sur l'accélération, là c'est un petit motif de tristesse. Regardez comme... Putain, j'ai des mecs qui restent plantés quoi. C'est un truc de fou. En fait, dès que vous n'êtes pas à l'avant sur le début d'un secteur pavé, vous exposés à vous prendre un écart maximal en sortie de secteur. En plus là par exemple c'était le fameux enchaînement Vieux-Quarmont-Paterberg avec vous prenez 2 fois l'élastique là, vous en avez qui vont sortir avec 2 minutes d'avance sur votre coureur. Ça peut arriver en tout cas. Hein. Là en tout cas on a dit adieu un peu à Kort Nielsen, juste sur un petit enchaînement tout banal, même pas le troisième, le deuxième. Voilà, vous voyez, c'est terminé. On a compris, malgré toute la bonne volonté qu'on pourrait avoir. Vous avez vu De Vries, après avoir aidé Lutsenko, maintenant il aide Kort Nielsen. Bon, c'est peine perdue, je vais faire relever tout ça. Non, il faut se concentrer maintenant sur Lutsenko qui est en tête et un groupe de poursuivants qui est pour le moins le groupe à regarder de près avec Sagan, avec Wout van Aert, avec tout ce qu'on peut imaginer, Greg Van Avermaet et compagnie. Ok, on attaque donc la suite. Là, c'était du Kreuzberg, voilà. Et Lutsenko l'a vécu plus ou moins correctement. Je suis dans la gestion de son effort un peu solitaire. Et de l'autre côté, par contre, on a Stybar, Van Aert, Greg Van Avermaet qui ont passé vraiment la surmultipliée. Et c'est revenu à moins d'une minute. Tiens. Donc, Lutsenko, il est dans le vieux Quarmont. C'est le dernier enchaînement. Et puis regardez, ce qui va se passer ne fait pas plaisir. Pourquoi ? Parce que Greg Van Avermaet passe sans qu'on puisse prendre sa roue. Ça encore à la limite, c'est parce qu'il est en effort. Il n'est pas en attaque en fait. Il est juste en effort un petit peu intense. Ok, mais c'est surtout que Lutsenko, j'ai eu beau le monter à un effort quasi max, il a juste vidé sa barre, mais il a continué à regarder passer Greg Van Avermaet. Et puis, juste sur le Paterberg, dans la foulée, cette fois-ci, c'est pas Van Avermaet qui défile sous nos yeux, c'est Sagan, c'est Wout van Aert, c'est même Degenkolb, c'est tout un tas. Il y avait Van Mark, il y avait Tish Benoît, voilà, ils ont tous défilé, Philippe Gilbert aussi, sous nos yeux, pour aller s'expliquer entre cadors, puisqu'on a bien compris qu'on n'était pas invités. Et donc c'est amusant quand même de voir à quel point vous avez fait tout ce que vous avez pu pour économiser la moindre goutte de barre avec votre coureur qui pas non plus, il est pas dégueulasse, il a 74 en pavé, il a un bonus du jour, il a une jolie note en vallon, c'est un mec endurant, c'est un mec résistant, Lutsenko. Au final, j'ai regardé les types qui sont à l'avant là, les 5 qui vont se jouer la gagne, hein, on est d'accord. Il faut être clair avec Christophe aussi, Alexander Christophe également.
Bah en fait, d'ailleurs, Alexander Kristoff, pas anecdotique du tout hein, sur ce coup-là, puisque c'est lui qui s'impose. Regardez les 5 gars qui sont à l'avant, ils ont tous au moins 79, et d'une en endurance, et de 2 en résistance. Donc, en gros, j'ai pas beaucoup de regrets avec mon 76 et mon 75 là. Je me dis, ok, là encore c'est pareil, il va falloir accepter de faire un peu progresser Lutsenko, continuer à l'entraîner. Peut-être qu'un jour on arrivera à en gagner une de victoire sensationnelle, comme peut l'être une victoire sur le Tour de Flandre. Tour des Flandres, mais c'est pas du tout pour maintenant, et il n'y a rien de choquant à cela. Quelque part, c'est presque cool parce qu'en fait on a beaucoup de marge pour progresser, avoir de meilleurs résultats et tout ce qui s'ensuit. Donc je vous dis à la prochaine pour du Tour du Pays Basque pour Jakob Fuglsang et pas tout seul hein, d'ailleurs, on sera sur du Tour du Pays Basque profil 2019, on enchaînera avec Paris-Roubaix sans beaucoup d'espoir mais aussi tout ce qu'on peut imaginer derrière avec beaucoup plus d'ambition. Je vous dis à très bientôt, bye bye et vive Astana.